Dites-nous tout. Alors, nous retrouvons sur ce plateau notre collaborateur bien-aimé, Georges Leroux, philosophe, auteur, traducteur de Platon. Georges, comme vous collaborez à cette émission depuis sa toute naissance, en août 2011, on ne dit plus qui vous êtes, d'où vous venez, ce que vous avez fait. Vous êtes né le 27 juin 1945 à Montréal, Georges? Oui, absolument. Un vrai Montréalais. Oui. Alors, vous avez commencé à enseigner la philosophie à l'UQAM en 1969. Vous avez donc participé à l'édification de cette université publique. Oui. Ça fait partie de vos réalisations. Vous avez enseigné pendant 40 ans, Georges? Oui. Jusqu'en 2006? Oui. C'est énorme quand même dans une vie, ça. Je m'en suis rendu compte quand la secrétaire de notre assemblée départementale, la dernière fois où j'y participais, ça va faire sourire Jocelyn, elle a dit « Bienvenue à la 376e assemblée de notre département ». Et je me suis dit, mais moi j'ai passé une année de ma vie assis autour de cette table parce que j'en ai pas beaucoup manqué. Oui. Vous avez arrêté d'enseigner en 2007. Vous êtes aujourd'hui ce qu'on appelle un professeur émérite. Qu'est-ce que ça représente, l'éducation, dans votre vie? Pour vous, Georges Leroux. Ben, je dirais que je m'en suis pas aperçu tant que j'ai pas eu d'enfant. Je regardais ça d'un peu loin, j'étais un prof d'université, j'étais décalé, j'étais un peu dans les nuages, je faisais mes affaires. Mais quand mes enfants commençaient à fréquenter l'école, c'est devenu un défi concret. Je voulais pour mes enfants, en particulier à l'école secondaire, une éducation de qualité. Et je me suis aperçu que c'était d'abord très variable selon les écoles, que c'était très variable selon les enseignants, et que dès qu'on commençait à avoir un rapport concret avec les enseignants, on était appelé quasi à négocier. Moi, j'en avais assez des dictées de français qui se faisaient à partir d'articles traduits de Rolling Stone. J'ai connu tout, mais vraiment tout. Et dans les écoles où allaient mes enfants, les enseignants avaient commencé et très tôt à faire mon portrait. C'est-à-dire que quand ils me voyaient arriver, ils savaient que j'allais encore me plaindre. Mais donc non, pas lui. Non, bon, mais j'en ai fait un combat. Oui. Et une des choses dans lesquelles donc ma femme et moi on s'est engagés, c'était la question de la déconfessionnalisation, parce que notre aîné était dans une école où il n'y avait pas d'option, et donc le curé de la paroisse qui faisait l'enseignement confessionnel, on lui avait dit, mais Alexandra, non, on veut pas l'enseignement confessionnel pour elle. Attends, ça remonte loin, hein, on est dans les années 60. Oui. Et le curé a dit, mais c'est pas grave, on va la mettre derrière la classe et elle a que se boucher les oreilles pendant qu'on fait notre travail. Non, il fallait faire quelque chose. C'était l'époque où des gens très courageux, des intellectuels de premier plan comme Jean-Pierre Proulx, ont entamé le mouvement qui a conduit aux premières déconfessionnalisations, notamment l'école Notre-Dame-des-Neiges. Et ces mouvements, ces combats, ces luttes ont entraîné le grand mouvement de déconfessionnalisation qui a été mis en place par la ministre Pauline Marois, qui a donc mis sur pied le comité présidé par Jean-Pierre Proulx, la place de la religion à l'école, 1999. Ça, c'est le point de départ de mon engagement personnel. Le vôtre, qui a commencé en 2001, donc vous avez participé à mettre en place un nouveau programme qui est devenu le programme d'éthique et culture religieuse, mis en place finalement en 2008, autour d'une certaine controverse. On aura l'occasion d'en reparler. Absolument. Donc, depuis 8 ans, Geneviève Pellado, vous qui avez 18 ans, vous avez donc fait partie de ce programme-là comme élève, autant l'élémentaire qu'au secondaire. Nathalie Collard, vos filles. Tout à fait. Puis je souris en écoutant M. Leroux parce que moi, j'ai retiré mes filles de l'enseignement religieux, une de mes filles au début des années 2000. Puis il y avait rien on lui offrait d'aller à la bibliothèque, puis elle me suppliait de l'inscrire en enseignement religieux. Marc Coiteux, votre fille, Moi, qui a 21 ans. Ma fille a 21 ans, bientôt 22. Ma fille a connu les deux rendus au secondaire, c'est-à-dire qu'elle a eu des cours d'enseignement religieux dans un collège privé, et par la suite, elle a connu un peu le nouveau programme d'éthique et de... Et votre fils? Et mon garçon, à l'école primaire, Michael. Michael, lui, suit les cours qui existent depuis maintenant plusieurs années. En quoi ça consiste, ce programme? Jocelyn, vous avez été consultant aussi. Oui, aussi, j'ai participé. C'est une coïncidence que vous soyez avec nous sur ce plateau, une coïncidence bien heureuse. Alors, en quoi ça consiste, le programme, exactement, Georges Leroux? Eh bien, c'est très simple. Avant, il y avait l'enseignement confessionnel. Et il y avait aussi une fourchette d'enseignement moral catholique ou non catholique. Bon. En 2005, le ministre Jean-Marc Fournier a décidé de ne plus recourir aux clauses dérogatoires qui rendaient possible l'enseignement confessionnel. Donc, il y a un espace qui s'est libéré. Et il fallait remplir cet espace.
le réflexe peut-être le plus simple, le plus naturel, ça aurait été de le laisser vide, c'est-à-dire d'envoyer ça à des missions d'instruction, plus d'informatique ou n'importe quoi d'autre. Mais le gouvernement a été très courageux. Il a dit non, il nous faut une culture publique commune. Une culture publique commune, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord la réflexion critique, c'est l'éthique. C'est d'abord un programme d'éthique. Réflexion sur les grands enjeux moraux de notre temps et apprentissage de la réflexion sur les principes qui nous permettent de prendre des décisions morales. Parce que les jeunes entrent dans un monde qui n'était pas le mien. Dans mon monde à moi, je le raconte un peu, tout était homogène, tout était relativement fluide. Francophone ou anglophone, catholique, dans la grande majorité. Question, la morale nous était donnée d'avance. Ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire, on le savait, et même on l'apprenait par cœur. C'était prescrit par l'Église. C'était prescrit par l'Église. Alors, donc, les jeunes entrent dans un monde où il y a besoin de repères, et comme le disait Jocelyn si bien tout à l'heure, la consigne, c'est la consigne de la modernité, c'est penser par soi-même. Ose penser par toi-même. C'est donc le premier volet de ce programme, c'est le volet éthique. Le deuxième, c'est la culture religieuse. Moi, je dirais culture religieuse et morale, c'est-à-dire la connaissance des systèmes de pensée et de croyance qui, dans l'univers du jeune, vont l'accueillir. Parce qu'on est dans un monde où les systèmes sont diversifiés. Donc, les religions monothéistes. L'islam, la religion catholique, il y a le judaïsme, il y a un système de prépondérance. Donc la spiritualité amérindienne. C'est-à-dire, toutes les religions sont représentées. Il faut être clair, la culture religieuse n'exclut aucune religion où il y a la croyance sincère. C'est très important, le critère de croyance sincère, parce que c'est ce critère qui sert à la Cour suprême du Canada. Jocelyn est un bon spécialiste de ces questions-là. Mais le législateur n'a pas dit, faites n'importe quoi. Il a dit, les Québécois, nous avons le christianisme en premier, en raison de notre tradition chrétienne. Donc, c'est d'abord ça qu'il faut connaître. Il faut connaître aussi le judaïsme, parce que la Bible, c'est le judaïsme et le christianisme. Et il a introduit les spiritualités amérindiennes. C'est très important, parce que nous avons un devoir de réparation de notre dette vis-à-vis des populations autochtones. Et la première chose, si je peux m'exprimer ainsi, qu'on puisse faire, c'est au moins de dire à nos jeunes, tentez au moins de les connaître, pas juste de les mépriser et considérer que c'est des vendeurs de cigarettes de contrebande à Caughnawaga. C'est autre chose que ça. Il y a beaucoup de... Et les jeunes aiment la spiritualité écologique des Amérindiens. Voilà. Donc, il y a ces deux grands volets. Alors, c'est un programme qui est né en 2008 dans on pourrait dire une assez vaste controverse. Oui, très vaste. Oui. Alors, on peut en parler si vous voulez. Il y a d'abord le gouvernement du PQ, qui était évidemment le gouvernement d'opposition qui s'est ouvertement opposé à la mise en place de ce programme-là, parce que c'était nier les origines, c'était nier donc les racines du nationalisme. C'est une réticence, Georges, qui existe encore aujourd'hui, qui s'est affirmée de nouveau lorsqu'on a mis en place, ou on a tenté de mettre en place la charte sur la laïcité en 2013. C'est le même genre de discours qu'on a pu entendre aussi à la commission Bouchard-Taylor, où vous étiez consultant, Jocelyn McClure. Vous dites que c'est la pointe de l'iceberg, ça. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je vais vous dire. Rapido. Le premier mouvement qui s'est exprimé, ce sont les parents catholiques traditionnalistes et ceux que nous appelons les homeschoolers. C'est-à-dire ceux qui sont à l'extrémité du spectre, qui ne veulent pas que leurs enfants aillent à l'école publique parce qu'ils seraient en contact avec des modèles de vie qui seraient dangereux pour leurs enfants. Bon. Ce groupe-là qui vient, nous, on s'en moquait, on parlait du triangle des Bermudes, là, mais c'est-à-dire, on s'est aperçu qu'au Québec, ils sont concentrés dans une région autour de Drummondville. Alors, Les homeschoolers? Oui. Il y a eu un procès, d'ailleurs, intenté par la commission scolaire de Drummondville, où vous avez eu à témoigner, Georges Leroux. Contre la mise en place du programme. Avec d'autres, on a dû donc représenter l'État, le ministère de la Justice, et ça, c'est la première vague. Bon, cette vague, aujourd'hui, je la considère comme éteinte. Pourquoi? D'abord parce que tous les procès ont été perdus. La Cour suprême du Canada nous a donné un appui, a donné à l'État, aux Québécois. Quand je dis nous, c'est le peuple québécois. Un appui inconditionnel à l'éducation au pluralisme et donc à laisser de côté complètement la réclamation d'exemption des parents traditionnels. Il y a une toute petite exception, je veux pas qu'on y passe trop de temps. L'école privée. L'école privée, le collège Loyola. Ils n'ont pas demandé l'exemption. Ils ont dit, on aime le programme, mais on voudrait pouvoir le faire avec une coloration catholique. La Cour suprême a dit, ça serait déraisonnable de vous le refuser, mais vous devez nous présenter un programme équivalent. On l'attend toujours. Bon. Deuxième vague.
les laïcistes, le MLQ. Oui, le mouvement laïque. Le mouvement laïque québécois. C'est exprimé encore là, depuis l'apparition de votre ouvrage. Absolument. Le mouvement laïque québécois, c'est pas reconnu dans ce programme. Pourquoi? C'est naturel. Eux avaient contribué, moi j'ai lutté avec eux, pour la laïcité et la déconfessionnalisation. Oui. Voilà que la laïcité scolaire arrive et ils voient que la culture religieuse est dans l'école. À leurs yeux, c'est une stratégie, une sorte de torpille souterraine pour ramener l'enseignement confessionnel, et ils se disent aucune mention de la religion ne doit être présente dans l'école. Bon, c'est un argument que personnellement je travaille beaucoup à démonter. Oui, parce que nous ne voulons pas que nos enfants soient des illettrés. Quand on en est au point où dans un musée, un enfant dit « Ah, c'est quoi ça, le bœuf et l'âne? » un moment, il y a quelque chose. Je veux dire, quelque chose s'opère. Le Seigneur Bouddha, qu'est-ce que c'est? La culture religieuse, c'est de tout temps. C'est ce qui est de plus immémorial dans l'histoire de l'humanité. On a besoin d'une anthropologie culturelle. Oui. Et en France, Régis Debray milite pour ça. Le Conseil de l'Europe, l'OCDE, les avis partout dans le monde sont que la meilleure résistance à la radicalisation, à tous les effets du discours extrémiste, c'est la connaissance des pensées des autres. Oui. Donc, le mouvement laïciste, cette objection-là, elle est toujours latente. Elle s'est exprimée dans Le Devoir par la voix de Daniel Barry, qui dit, par exemple, que dans les écoles primaires, on oblige les enfants à écrire des prières. Oui, écoutez... Est-ce que c'est vrai, ça? Moi, je pourrais vous en donner 15 autres exemples, mais vous savez combien il y a d'écoles au Québec? Vous avez un gros doute, Geneviève Pellado. Je n'ai jamais été forcée à écrire des prières. Non, mais il y en a au moins 5000. Et des exemples de dérapage, il peut en exister partout, dans les cours de français, comme les cours de maths, comme dans n'importe quoi. Alors, je comprends l'argument rhétorique de celui qui dit « Ah, mais si dans ce cours-là, c'est parce qu'on va présenter les chakras ou je sais pas quoi. » Non, écoutez, ça c'est vraiment pas un argument. L'argument, c'est de regarder tout ce qui est extraordinaire qui se fait dans cet espace non confessionnel, où c'est libérer une parole d'écoute de l'autre, de poursuite commune du bien commun, et ainsi de suite. Mais je veux parler de la troisième objection, parce que c'est celle-là que vous avez citée. Oui. La troisième vague d'objections, je dois dire, personnellement, elle m'a beaucoup surpris. Mais tellement surpris que je croyais pas qu'on allait pouvoir évoquer ce discours-là. C'est en 2009 qu'elle est arrivée. Elle est arrivée par un groupe qui s'appelle l'Institut de recherche sur le Québec, piloté par mon collègue et ami Jacques Beauchemin, membre de notre commission, Bouchard-Taylor. Et Jacques et des assistants à lui ont écrit une étude disant que le programme était en fait un instrument, tous les mots sont importants, un instrument destiné à idéologiser les jeunes Québécois pour les rendre plus canadiens et multiculturels et donc les délester de leur identité nationale. L'argument, c'est plus tu connais l'autre, moins tu t'estimes toi-même. Bon, Jacques... Et c'est la peur qui habite beaucoup de gens, Georges Leroux, par rapport au pluralisme culturel et religieux, par rapport au monde dans lequel on vit. Il faut affronter ce monde de la pluralité. C'est pas... Il y a une résistance, là, autant en Europe qu'aux États-Unis. On le voit bien par la montée en popularité de personnages comme Marine Le Pen, comme Donald Trump. Et dans ce discours... Qui veut avoir Marine Le Pen ici? Qui veut ce discours monocolore dans lequel on nous ferait la promotion d'un... Bon, moi, je l'entends, la requête identitaire. C'est-à-dire que quand on s'ouvre aux autres, on perd quelque chose de soi. Est-ce que c'est vrai? Moi, je pense pas. Moi, je pense qu'au contraire, on devient de plus en plus riche. Il me semble. Le pluralisme, moi, j'en parle comme un pluralisme normatif. C'est en d'autres mots, découvrir la richesse de la pluralité. La pluralité n'est pas un obstacle. C'est pas quelque chose qui nous amoindrirait. Plus je connais la diversité du monde qui m'entoure, peut-être plus j'ai des chances de savoir avec un peu plus de précision qui je suis. Alors, cette objection-là, elle est surprenante, mais en même temps, il faut l'entendre parce qu'elle nous donne accès, et Jocelyn va me conforter là-dedans, j'en suis certain, elle nous donne accès à la détresse identitaire. Elle est là, cette détresse-là. C'est un phénomène mondial, en tout cas occidental. Elle s'est exprimée dans le débat sur la charte. D'accord. Alors, dans nos écoles, nous ouvrons cet espace. Nous donnons à nos jeunes du secondaire des occasions
extraordinaire de discuter entre eux, d'enjeux moraux substantiels, d'aller à la rencontre des autres, et ils le font magnifiquement. Vous savez, moi, je suis beaucoup sur le terrain. Je refuse jamais une invitation d'une commission scolaire. J'ai été dans toutes les régions du Québec. J'ai été dans des centaines d'écoles. J'y étais encore il y a 15 jours dans une école dans la partie ouest, un quartier très, très dénutri de Montréal. Et en arrivant, on m'a dit, vous savez ce qui se passe dans cette école-ci? C'est que ce programme est l'occasion d'une école où il y a 40 ethnies différentes d'enfin se parler. Ah oui. C'est de se dire les choses. Vous insistez beaucoup là-dessus dans votre ouvrage. C'est exactement ça. Nicoli, Jean Boffan. Moi, je voulais ajouter quelque chose. Je perçois cette espèce de métamorphose, parce que vous parlez de société occidentale, et je perçois cette métamorphose, cette mutation qui se déroule dans la société occidentale. Elle est actuellement confrontée à d'autres perceptions, d'autres religions, d'autres courants qui viennent d'ailleurs à cause de l'immigration, etc., à cause de la mondialisation, de la globalisation. Mais moi, je voudrais seulement dire, quand vous me dites, Monsieur Leroux, qu'il y a des gens qui ont peur, qui ont des réticences et qui cherchent des arguments, parce que les arguments que je viens d'entendre, ils sont fallacieux. Mais je crois qu'ils ont peur. Ils ont peur de cette métamorphose, parce que ça fait mal une métamorphose. N'importe quel animal qui subit une métamorphose, c'est la chair qui souffre. Oui. Mais je voudrais seulement leur dire, moi, je suis africain. J'ai subi une métamorphose. Moi, en tant qu'Africain, on a subi une métamorphose à travers l'esclavage, à travers la colonisation. Aujourd'hui, on se retrouve là devant vous. Vous me voyez là, je suis un homme nouveau. Quel reste-t-il de mon africanité aujourd'hui? D'abord, je viens présenter ici un livre qui est en français. C'est une langue qui n'est pas la mienne. Et pourtant, je la parle. Mais dites-leur seulement aux gens qui ont peur que ça fait pas mal. Ça vient pas des générations qui ont... Il y a des traumatismes, d'accord. De temps en temps, les traumatismes me rattrapent. Peut-être je vais rentrer dans ma chambre, je vais pleurer 2 minutes, mais je vais ressortir et je vais continuer à écrire et je vais commencer à continuer à communiquer. Et que quoi qu'on fasse, c'est l'évolution du monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Oui, on peut pas l'arrêter. Et voilà. Et c'est vrai, c'est pas évident. Non. Mais la réticence, ça vient aussi des générations qui n'ont pas eu accès à ce programme. Marc Coiteux. Parce que Geneviève, est-ce que vous avez déjà vu ou avez déjà été témoin dans vos cours de collègues, élèves comme vous qui disaient, moi, le cours de religion, apprendre quelque chose sur l'islam, ça m'intéresse pas. Est-ce qu'il y avait une réticence? Est-ce que vous avez assisté à ça? Certaines personnes, oui, effectivement, mais c'était plus... je sais pas. Moi, j'ai trouvé ça quand même assez intéressant d'en apprendre sur toutes les religions du monde. Je veux dire, c'est de la culture, c'est un enrichissement. Vraiment, j'aimais ça. Mais c'est vrai que, des fois, certaines personnes s'en intéressent moins. Mais il faut pas généraliser. Je pense que c'était quand même quelque chose qui peut intéresser les jeunes. Oui. En le rendant intéressant, évidemment. Ben oui, ça dépend du prof, bien sûr. D'ailleurs, peut-être la critique la plus importante qu'on a pu faire à ce programme-là, c'est que les profs n'ont pas été formés, Georges Leroux, dit-on. C'est le défi principal. Oui. Moi, je me rappellerai toujours... c'est un souvenir très émouvant pour moi. C'était dans une école à Saint-Jérôme et les décisions étaient prises et on devait rencontrer des assemblées de parents et d'enseignants et on discutait. On devait vendre le programme en quelque sorte. Et à la sortie d'une de ces assemblées, un vieux monsieur qui vient vers moi. Enfin, maintenant, c'est un vieux monsieur qui vous parle, mais bon, c'est à cette époque-là, j'étais peut-être moins vieux. Ah, oui. Et donc, il s'approche de moi, mais il dit, Monsieur Leroux, il dit, moi, j'ai enseigné la religion toute ma vie. Il me reste quelques années à faire. Qu'est-ce que vous me conseillez? J'ai dit, vous savez, il y a des choses que vous connaissez quand même. Vous pourrez plus amener vos enfants au catéchisme. Vous pourrez plus proposer la communion à l'école. Vous pourrez plus proposer la confession du vendredi. Ça, c'est fini. Mais vous pouvez encore, vous avez un réservoir de connaissances. Et effectivement, la formation de cette nouvelle cohorte d'enseignants, c'est le grand défi. Mais vous savez, ça change maintenant. C'est extraordinaire. C'est tous des jeunes. Dans les universités, plusieurs à Laval, proviennent de communautés culturelles ou une culture plurielle, bien sûr. Et se forment là-dedans. Alors, non, moi, je suis rempli d'enthousiasme, je suis rempli d'espoir. Bravo de cet enthousiasme. Georges Leroux, Différence et liberté, enjeux actuels de l'éducation au pluralisme. Votre ouvrage est paru chez Boréal. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir accueilli. Sur Ici Radio-Canada Première, plus on est fou, plus on lit. Avec Marie-Louise Arsenault.